tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de Harry Potter and the Cursed Child, autrement dit Harry Potter et l'enfant maudit, autrement dit la 8e histoire. Donc tout d'abord il faut savoir que cette histoire n'a pas été écrite par J.K. Rowling mais par Jack Thorne, voilà. J.K. Rowling a participé mais on ne sait pas vraiment dans quelle mesure, donc tout cela rend ceci un peu intriguant, mais voilà. Donc je vais déjà demander à ceux d'entre vous qui n'ont pas lu le livre d'aller voir ailleurs. Si vous tenez tant que ça à me voir, ne vous inquiétez pas, vous pouvez visiter ma chaîne, il y a plein de vidéos. Mais oui, je voudrais vraiment pas vous spoiler, alors s'il vous plaît, juste ne regardez pas cette vidéo pour l'instant, revenez quand vous aurez lu le livre. Mais en attendant, je vais devoir faire ça sans vous, désolée. Alors ce livre, nous allons tout d'abord commencer par le commencement, par le début. Je vais pas faire les points genre ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu. Je préfère faire un petit peu dans l'ordre chronologique, même si je vais pas passer en revue tout le bouquin. J'ai juste envie de commencer par le début, voilà, le début. Donc j'ai beaucoup aimé le début. On retrouve nos héros là où on les a laissés, c'est-à-dire 19 ans plus tard, à la gare de King's Cross, avec Albus qui stresse d'être à Serpentard, et avec Harry qui le rassure. Donc à ce moment-là, on se doute pas que Albus sera une telle tête à claque. Parce que oui, je considère Albus comme une grosse tête à claque, je ne sais pas si je suis la seule. Mais... oh là là, pendant la moitié du livre, je pense que j'ai eu envie de lui donner des claques, parce que... effectivement, c'est pas facile d'être le fils de Harry Potter, mais t'as un peu envie de le secouer et de lui dire « mais arrête de faire ta crise d'ado !» Mais bon, c'est comme ça, il doit passer par une mauvaise passe. Harry lui-même est passé par une mauvaise passe en 5e année. Donc voilà, bon Harry après il avait un peu Voldemort à ses trousses et le ministère contre lui. Mais Albus lui, c'est le fils d'Harry Potter, donc ça doit être aussi un petit peu dur, effectivement, on le voit hein, de toute manière dans l'histoire. Voilà. Après, Albus n'est certainement pas la seule tête à claque du livre. La deuxième tête à claque, que je déplore d'ailleurs, c'est Rose. Voilà, Rose, genre, j'ai eu beaucoup de mal avec elle là, elle était très snobinarde un petit peu, enfin, elle a bien snobé Scorpius, genre, oui, j'y vais maintenant, tu n'es pas digne de mon intérêt, je peux choisir mes amis, parce que je suis trop célèbre, je suis la fille de Hermione Granger, tout le monde veut être ami avec moi. Oh là 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 là. Ouais, Rose, franchement, c'est absolument pas passé. Le peu qu'on en a vu d'elle, bah moi ça m'a suffi, mais alors, bah, c'est dommage. Franchement, j'attendais beaucoup de ce personnage et j'ai été tellement, mais alors tellement déçue. Bon, après, on n'a pas vu beaucoup de son personnage, donc j'imagine effectivement qu'elle a des bons côtés quelque part, quand même, c'est la fille d'Hermione et de Ron, bon, elle doit quand même être gentille quelque part et pas aussi arrogante que cela, n'est-ce pas? Mais oui, en attendant, Rose, non, Rose pour moi, elle est éliminée, voilà, on n'en parle même plus, c'est bon, je ne l'aime pas, pour l'instant. Et donc j'ai beaucoup aimé le début, du coup, pour en revenir un petit peu au commencement, j'ai beaucoup aimé Albus, le comportement d'Albus, qui à ce moment-là n'était pas encore une tête à claque, quand il a décidé de devenir ami avec Scorpius Malfoy. J'ai trouvé ça vraiment bien, et ça m'a vraiment rendue heureuse, parce que, enfin, c'est vrai que Scorpius, franchement, c'est un personnage... on l'a vu genre pendant 2 lignes à l'épilogue, mais à partir de là, tout le monde était à fond sur lui, tout le monde sur les fanfictions organisait des trucs avec Scorpius qui alors soit en couple avec Rose, soit ami avec Albus, soit en couple avec Albus. Voilà, il y avait vraiment plein de choses dedans. D'ailleurs, chacun a son opinion personnelle à propos de ça, mais est-ce que vous le voyez vraiment se mettre avec Rose en couple? Rose, qui arrête pas de le snober? Vraiment, je veux dire, effectivement, on peut voir une sorte de romance là-dedans, genre le début où évidemment ils s'aiment pas trop, enfin Rose en l'occurrence ne l'aime pas, mais il finit par persévérer, Rose finit par tomber amoureuse de lui, bla bla bla. Mais c'est vrai que personnellement, avec toutes les répliques qu'on nous a sorties dans ce livre,
entre Albus et Scorpius, alors là je suis vraiment désolée, mais moi c'est eux deux que je veux ensemble, mais alors carrément à 100%, je les ship mais à fond. Bon, calmons-nous, revenons-en au livre, tranquillement. Voilà, les ships, c'est une affaire un petit peu à part, chacun a ses ships. Voilà. Pour ceux qui savent pas en fait ce que c'est les ships, quand je dis je ship machin et bidule, ça veut dire que j'ai envie qu'ils soient ensemble. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc un ship c'est donc un couple imaginé ou pas d'ailleurs par les fans. Voilà, c'est tout. Parenthèse fermée. Allez, on continue sur le livre. Scorpius, ah, ce personnage, je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit comme ça, mais il est tellement tout mignon et tout gentil et ah, je l'adore, c'est mon personnage préféré d'ailleurs, comme beaucoup de monde à mon avis. Je suis hyper contente qu'il soit différent de Drago et qu'il ait hérité un petit peu du coup bah aussi des côtés de sa mère. Et aussi bah, on voit bien d'ailleurs que Drago est devenu quelqu'un de meilleur, en tout cas avec son fils après. Donc effectivement, c'est pas vraiment étonnant que Scorpius au final soit aussi gentil et voilà, c'est forcé qu'on l'aime ce petit. Et est-ce que je suis la seule à me dire que, enfin en lisant le livre, est-ce que je suis la seule à me dire qu'au final, Scorpius, je trouve, il aurait davantage sa place à Poufsouffle qu'à Serpentard? Non, vraiment, je suis la seule là? Non, parce que autant avant de lire le livre, je me disais oui, il est à Serpentard, c'est sûr, enfin pratiquement sûr quoi. Autant en lisant le livre et en découvrant qu'il était à Serpentard, mais en découvrant également sa personnalité, j'étais là genre non mais attends, mais t'aurais dû être à Poufsouffle là, c'est pas possible. Je me dis, mais il a dû demander Serpentard au chapeau, c'est pas possible là. Bon, c'est possible aussi qu'il soit refusé, qu'il ait été envoyé à Serpentard, genre whoop là. Mais voilà, pour moi, c'est vrai qu'il aurait bien eu une petite place à Poufsouffle, tellement il est tout. Mais bon. Et d'ailleurs, à propos de maison, Albus, personnellement, moi je l'imaginais à Gryffondor avant ça en fait. Alors je sais que beaucoup de gens l'imaginaient à Serpentard. Mais moi, je sais pas, dans ma tête, j'étais non, mais il va aller à Gryffondor. Mais, malgré la petite référence à Épilogue où on le voit stressé à l'idée d'être à Serpentard et où ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, bah moi, ça m'a mis la puce à l'oreille qui serait à Gryffondor, justement. Parce que. Parce que justement, il avait peur d'être à Serpentard et j'aurais vraiment cru qu'il aurait demandé au chapeau de ne pas aller à Serpentard. Or, au final, il a dû changer d'avis en rencontrant d'ailleurs Scorpius, vu qu'il est à Serpentard. Vu qu'il a donc, enfin, j'imagine, il a pas demandé au chapeau de pas aller à Serpentard. Ou alors le chapeau lui a dit oh, je m'en fous de ton avis et je t'envoie quand même là-bas finalement. Mais oui, je pense personnellement que rencontrer Scorpius l'a fait changer d'avis et aussi comment Harry l'a rassuré aussi au départ, a dû le faire changer d'avis également. Donc voilà pour le début. Ensuite, on a un petit peu survolé les années d'Albus et Scorpius. D'ailleurs, ça m'a rendu un peu sur le coup confuse. J'étais là, genre quoi? Mais comment est-ce qu'on a atterri? Mais on était en deuxième année à l'instant, mais pourquoi? Mais je m'en suis remise et évidemment, bon, on comprend quand même. Et au fur et à mesure, on voit que les choses se dégradent à Poudlard pour Albus et Scorpius, que en gros, personne ne les aime vraiment. Et j'étais assez triste de découvrir ça, parce que c'est vrai que Poudlard, quand on imagine Poudlard, on imagine une école vraiment cool, sympa, et au final, on retrouve quelques problèmes des écoles classiques ici, avec effectivement le fait que même à Poudlard, il puisse y avoir des outsiders. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu triste. Bon, effectivement, Harry, à un moment, même à plusieurs moments, il a eu Poudlard un petit peu sur le dos, Poudlard qui l'aimait, tout Poudlard qui l'aimait pas vraiment, mais il avait Ron et Hermione quand même, et enfin, ça allait pour lui au final, quoi. Mais c'est vrai qu'Albus, du coup, il a vraiment pas de peau, parce que là, il est vraiment détesté pour pas vraiment de raison. Et honnêtement, moi, je me disais que les discriminations par rapport à Serpentard, par rapport au Mange-Morts, avaient peut-être un petit peu disparu. Je pensais pas ça serait encore aussi fort en fait. Et au final, ça l'est pas mal avec les rumeurs autour de Scorpius, genre ouais, il paraît que c'est le fils de Voldemort et tout. Ça prouve qu'effectivement, il y a encore des soucis. Hein. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée de voir ça, mais bon, passe encore, écoute, voilà, je veux bien croire que la discrimination à Poudlard puisse encore exister parce que bon, ça reste une école malgré tout et c'est comme ça, c'est la vie.
Et donc, ensuite, nous avançons et petit à petit, il y a cette histoire de voyage dans le temps qui se crée. De voyage dans le temps qui se crée avec un super retourneur de temps qui permet d'aller dans le passé pour 5 minutes et ensuite de revenir dans le présent, genre comme si de rien n'était. Ouf, 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 ouf. Alors, effectivement, le voyage temporel, je suis très partagée là-dessus. Alors, en tant qu'histoire, en quelque sorte, ça va, j'accepte ça parce qu'il y a eu vraiment des aspects de ce voyage que j'ai aimé, comme, enfin, j'aime bien les voyages temporels, et puis j'ai bien aimé les petits univers parallèles qui ont été créés à cause de ça. Mais au niveau de la cohérence du voyage, oh, non, non, la cohérence, je ne peux pas. J'ai une conception vraiment différente du voyage temporel, un petit peu comme celle du tome 3 en fait. C'est-à-dire où le voyage temporel, ce serait une boucle, c'est tout. Après, je veux dire, je peux accepter effectivement que le voyage temporel soit comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on puisse changer les choses dans l'univers de Harry Potter, mais en même temps, pas vraiment. Parce que, en fait, juste, pour moi, la logique, ce serait qu'il y ait un paradoxe là-dedans. C'est pas logique, je regarde trop Doctor Who peut-être, mais je suis désolée. Admettons, tu retournes en arrière pour changer ton présent. Voilà, tu modifies ton petit machin, et ensuite tu es de retour au présent. Du coup, le présent est modifié. Du coup, il n'y a plus aucune raison dans le présent de retourner en arrière pour modifier les choses, pour faire en sorte que le présent soit comme on le souhaite, vous voyez. Et donc l'acte s'annule de lui-même, enfin je sais pas, genre il n'y a plus aucune raison de revenir en arrière, donc forcément personne n'est revenu en arrière au final. Enfin c'était bizarre. Après ici ils avaient encore leur mémoire, leur souvenir de ce qui s'était passé, donc ça les rend un petit peu à part entière. Mais ouais, genre ouais, je pense que je tickerai toujours pour ce voyage temporel parce que c'est vrai que ça n'entre pas vraiment dans ma perception des voyages temporels. Mais bon, soit, ça peut encore passer à la limite. Mais je dois vous avouer que pour le coup, j'ai quand même pas mal halluciné en lisant ça. J'étais assez... quoi mais c'est absolument pas cohérent, mais comment J.K. Rowling a pu dire à Jag, oui, c'est bon, ton voyage temporel, il est parfait, c'est bon, nickel. Alors que non, c'est pas du tout ça. Mais bon, après, parfois il faut accepter les choses. C'est aussi un livre où il y a de la magie et à mon avis, je sais pas trop comment, mais la magie a dû arranger ça un peu. Enfin voilà, il y a quelque chose. Et puis aussi, je pense qu'il faut se dire que ça reste une pièce de théâtre. Donc ça doit être assez rapide. Donc on n'a pas spécialement eu le droit à des explications claires, nettes et précises concernant ce voyage. Et voilà, donc je me dis, ça peut potentiellement passer. Soit. Et donc, Albus et Scorpius s'amusent donc à modifier un petit peu les choses. Il y a plein d'univers parallèles qui se créent, parce qu'ils y retournent je sais pas combien de fois aussi, genre « Ah non, attends, c'est pas encore bon, c'est pas encore ça, on y retourne, bam, bim, boum !» C'est vrai que ce côté-là, genre « Eh ben dis donc, déjà qu'un voyage temporel, je trouvais que c'était hyper incohérent. » Et bah là, t'en fais je sais pas combien, et t'en fais même pour rectifier tes erreurs de voyage temporel. La cohérence, ok, on la met un peu derrière. Ok, bon. Oui, effectivement, ça m'embête. Hein. Je crois que ça se voit, je suis un petit peu chiffonnée par la cohérence du voyage temporel. Aussi, il y a eu autre chose, c'est qu'à un moment on dit que Cédric Diggory, à cause de son humiliation, est devenu un mange-mort. J'étais un peu là, quoi. Genre, mais quoi? J'étais vraiment intriguée parce que Cédric Diggory, à la base, c'était quand même un garçon gentil, à peu près. Et je me suis vraiment demandé, mais comment est-ce que c'est possible? Je veux dire, je veux bien croire que c'est possible à la limite, parce que franchement, on n'a pas vu comment il est devenu, on n'a pas vu tout ça. Mais c'est vrai que sur le coup, honnêtement, tu te dis, mais c'est pas possible, non, quand même pas, quand même, il va pas quand même devenir un mange-mort à cause d'une humiliation, il est censé être mieux que ça, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est dommage, mais je veux dire,
franchement, je veux bien y croire, mais on a du mal à y croire, quand même. Parce que, ouais, enfin, ça détruit un peu, je trouve, l'image de Cédric Diggory, en fait, qu'on avait vraiment dans le tome 3 et 4, hein, où on voyait vraiment quelqu'un de fair play, de gentil, voilà, de charmant, quoi, enfin, de bien, tout simplement. Et j'ai trouvé que ça détruisait un petit peu son personnage et j'ai trouvé ça un peu dommage. Bon, Cédric Diggory mis à part, après, il y a eu les univers parallèles, comme je l'ai mentionné d'ailleurs multiples fois, mais j'aimerais juste faire une référence spéciale à l'apparition de Ruggs. J'ai beaucoup apprécié ça parce que pour moi, il avait vraiment ce potentiel de devenir un homme bien. Et malgré tout, j'en étais pas sûre en fait, parce que J.K. Rowling elle-même a bien précisé que Rogue, bon ok, il sauve Harry, mais que c'était quand même un anti-héros, qu'il faisait juste ça pour Lily, voilà, enfin, en gros, elle disait que c'était pas non plus un homme bien quoi, enfin, on a bien vu, il a insulté Neville pendant des années, il a tyrannisé tous ses élèves, enfin, voilà, il était pas très très gentil, hein. Mais, mais en revanche, dans le livre, on découvre vraiment cette nouvelle facette de sa part. On découvre qu'il est un petit peu ami avec Ron et Hermione. Ça, j'ai trouvé ça très très drôle. On découvre aussi un peu plus son sens de l'humour, et c'est exactement le sens de l'humour que je pensais qu'il avait effectivement. Je l'ai trouvé assez canon. Bon, peut-être parfois un petit peu trop gentil par rapport au Rogue qu'on avait dans les livres. Mais l'idée était là. Et j'ai beaucoup aimé le fait de le mettre en avant en tant que personnage qui est devenu gentil, enfin, pas qui est devenu gentil, oh le cliché, qui est dans le camp des gentils maintenant, enfin, il était dans le camp des gentils en plus, mais un personnage qui est devenu vraiment quelqu'un de à peu près bien. Et je dis à peu près parce qu'on sait pas non plus beaucoup de choses et tout, mais dans tous les cas, il s'est amélioré, quoi. Et j'ai vraiment adoré ça parce que voilà, ça prouve qu'il avait quand même ce potentiel et je suis tellement fière de lui quoi. Parce que justement, c'est bien précisé que effectivement, il continuait de se battre pour Lily, mais qu'au bout d'un moment, c'était plus juste pour Lily, mais pour la cause en elle-même, qu'il avait lui-même adhéré à la cause et j'étais tellement fière de lui. Et on a pu aussi voir d'ailleurs qu'il avait su dépasser sa haine contre James Potter, donc aussi contre un petit peu Harry. Dans le sens où quand Scorpius lui dit que Albus porte son nom, il est là genre « Oh, je suis tellement content qu'il porte mon nom, dis à Albus que je suis super fière !» Et enfin bon, j'ai trouvé ça quand même légèrement exagéré et légèrement fait de service parce que ça me semblait quand même assez cru pour Rogue de dire ça. Mais je pense que l'idée était là, l'idée était surtout de nous dire qu'en gros, maintenant il s'en foutait un peu de James, enfin, peut-être pas à ce point, mais que maintenant sa haine contre les Potter lui était un petit peu passée, que voilà, je suis vraiment, vraiment contente qu'on ait pu voir ça parce que j'ai l'impression que ça redonne un petit peu ses lettres de noblesse à Rogue et je suis tellement heureuse pour ça. Alors bon, effectivement, il avait aussi son image avait été redorée effectivement avec le 7e tome, où on voyait qu'au final tout ce qu'il faisait c'était sauver Harry, mais là il fait pas que comment dire se battre pour Lily. Là il est vraiment devenu quelqu'un de meilleur et j'étais tellement contente. Et donc on peut donc voir que les personnages qui étaient un petit peu gris dans la saga, là, ont été vraiment redorés. Donc Drago Malfoy et Severus Rogue, parce que Malfoy, donc, on le voit, il devient presque limite ami avec Harry et Hermione. Et bon, il devient pas non plus meilleur pote, mais on voit quand même que ces relations ont bien évolué. Bon, bah, à un moment, ça pète entre Harry et Malfoy, forcément, ça devait arriver, il devait y avoir encore un bon petit combat parce que bon il y avait encore de la tension entre eux mais ça fait plaisir quand même de voir qu'il a pu faire un petit peu la paix avec Harry et Hermione, bon pas trop avec Ron, pauvre Ron d'ailleurs. Donc bref, ça m'a fait assez plaisir de voir que Drago et Rogue étaient tous les deux remis à l'avant mais sous de meilleurs jours. Ça c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et j'ai pas trouvé que les personnages n'étaient pas canon, donc j'ai trouvé canon,
pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, ça veut dire fidèle à l'œuvre originale en gros. Et j'ai trouvé justement que les personnages étaient à peu près canon. Bon, Ron, il était quand même plus... Enfin, c'était pas non plus à fond... Ouais, ça a changé. il y avait des fanfictions où j'ai trouvé... Où il y avait genre, j'ai déjà lu des fanfics où je trouvais qu'il était quand même plus canon que dans ce livre. Mais il était quand même à peu près canon, donc je suis plutôt contente, effectivement. J'aimerais sinon m'intéresser un petit peu maintenant à notre trio favori. Donc je suis très heureuse de découvrir que Hermione est ministre de la magie, que Harry donc lui aussi a très bien réussi, mais qu'il a quand même des problèmes en tant que parent. Et Ron. Donc, Ron, j'ai trouvé qu'il était très drôle, très sympathique, mais effectivement il était peut-être pas assez là en tant que personnage sérieux. Et c'est dommage qu'il ait été relégué un petit peu au second plan au final. Parce qu'il aurait vraiment mérité d'être au premier plan avec Ron, avec Harry et Hermione. Vraiment, il méritait ça et je trouve ça vraiment dommage qu'il ait relégué à une place de farceur. Après, il n'y a pas que ça quand même. On a eu le droit à de jolis moments entre Ron et Hermione, j'ai trouvé du coup, grâce au monde parallèle et puis aussi au vrai monde canon. J'ai trouvé ça super bien de voir leur relation en tant que telle. Surtout que, bon, depuis la déclaration de J.K. Rowling qui disait en gros qu'ils auraient besoin d'une thérapie de couple un petit peu, enfin quelque chose comme ça, j'étais un petit peu inquiète pour eux. Je m'étais dit, ça se trouve, elle les a séparés. Enfin voilà, j'étais en train d'halluciner plein de trucs et j'avais vraiment peur pour eux. Et au final, ils sont plus complices que jamais. Alors là, j'étais genre comblée, j'étais tellement contente de voir ça. Sinon, à propos des autres personnages, effectivement, il y en a plein qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas beaucoup et j'ai trouvé ça dommage parce que moi, à l'origine, quand on m'avait annoncé qu'il y aurait ce livre, ce script, cette pièce de théâtre, tout ce que vous voulez quoi, je m'étais attendue vraiment à quelque chose de simple. Juste la suite de Harry Potter, de l'épilogue. Je m'étais vraiment attendue simplement à ce qu'on nous raconte les aventures, enfin même pas les aventures, juste la scolarité des gosses, leurs relations, ce genre de choses, vraiment à quelque chose de tout simple, sans aucune aventure. Et puis là, il y a un voyage temporel et tout, il y a carrément une aventure, il y a à moitié le retour de Voldemort d'ailleurs. Je reviendrai là-dessus. Hein. Et voilà, c'était dommage de ne pas voir tous les personnages, mais par rapport au choix qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça cohérent à la limite. Enfin, parce que c'est une pièce vraiment pour les fans et ils ont décidé de faire une aventure pour les fans. Le voyage temporel, à mon avis, il n'était pas prévu dans la tête de J.K. Rowling à l'origine. Enfin, je sais pas trop, mais je pense pas. Et c'était vraiment un prétexte en quelque sorte pour exploiter vraiment d'autres éléments de l'univers au final. Donc je dirais que c'est un sacrifice, un bien pour un bien. La présence des autres personnages n'aurait pas spécialement été pertinente à l'œuvre. Je veux dire, ça nous aurait quand même rendu contents, mais après, est-ce qu'ils auraient vraiment servi dans l'histoire ? Je ne pense pas, effectivement. Donc voilà, ils n'étaient pas non plus indispensables, même si j'aurais quand même voulu au moins entendre parler de Teddy. Parce que Teddy, on ne sait pas beaucoup de choses sur lui, et j'avoue que j'aurais bien aimé, mais bon. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que James, au final, d'ailleurs, je l'aurais trop imaginé comme le fils, un petit peu justement en colère par rapport à la célébrité de Harry. Aussi comme le fils un petit peu farceur, vu que c'est un petit peu lui qui est un peu farceur comme on l'a vu, mais aussi je l'aurais bien vu révolter contre Harry, et donc j'ai été un peu surprise que ce soit au final Albus qui soit révolté contre Harry et pas James. J'aurais imaginé l'inverse, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais c'est vrai que dans ma tête j'étais comme ça, je me disais vraiment James doit être en colère contre Harry, je ne sais pas pourquoi, mais il doit être en colère contre Harry un petit peu, il doit avoir des petits soucis, je ne sais pas, mais au final non, c'est l'inverse et c'est Albus. Et c'est vrai qu'à l'origine, je croyais vraiment qu'Albus, il serait le petit tranquille en fait, hein, le petit garçon vraiment sans problème et tout, et au final, c'est vraiment complètement l'inverse. J'avais tellement tort, mais bon, c'est comme ça, enfin, je me suis trompée. Et sinon, j'aimerais aussi vous parler donc du fameux retour de Voldemort, alias pas vraiment.
Le personnage de Delphi. Oh mon Dieu. Non, 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 non. Je suis désolée, je ne peux pas accepter le personnage de Delphi. Absolument pas. C'est la fille de Voldemort et Bellatrix. Y a pas un problème là? Non, je veux... Non, 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 non. En fait, je l'ai tellement lu dans les fanfictions, que ce soit bonne ou mauvaise, hein, c'est même pas la question, que l'idée me semble assez tirée par les cheveux. Voilà, c'est peut-être une idée qui a germé dans la tête de J.K. Rowling. Je ne sais pas, et peut-être qu'elle l'a dit à Jack Thorne, mais c'est vrai que ça m'étonne vraiment. Pour moi, je me dis, c'est Jack Thorne qui s'est dit, oh, allez, qui se fait tout un délire. Mais c'est possible, malgré tout, que ce soit J.K. Rowling. Enfin, je sais pas, je veux une explication. Genre, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est canon? Je suis vraiment pas sûre pour Delphi. Enfin, je sais même pas que je suis pas sûre. Je suis sûre que non, non, il n'y a pas de Delphi. Non, en plus, enfin, la fille de Voldemort et Bellatrix, mais non. J'ai lu quelques théories qui disaient en gros, entre telle période et telle période, Delphi est née, pour rendre un petit peu le truc cohérent, mais je suis pas spécialement convaincue. Non, franchement, Delphi, non. En plus, évidemment, en tant que fille de Voldemort, elle est diabolique, bien sûr, bien sûr. Bon, non, je peux pas accepter ça. Juste, non, je peux pas. Ça me fait juste bizarre de me dire que Voldemort a une fille. Et puis, enfin, dans ma tête, Voldemort est censé être le gars immortel, donc je vois pas pourquoi il se serait dit allez, je vais faire une descendance maintenant. Oui, parce qu'à mon avis, c'est pas un accident quoi. Si Delphi est là, c'est qu'il a voulu en gros. Mais je peux pas l'imaginer vouloir un enfant. Enfin, et d'ailleurs, je peux pas l'imaginer vouloir un enfant. Vous imaginez Voldemort être papa d'ailleurs. Mais bref, même juste pour avoir une descendance, je suis pas convaincue parce que le gars il veut être immortel, donc il veut pas d'autres leaders à sa place. Puis en bras droit, bon bah il a les mange-morts. Hein. Enfin, après, c'est vrai qu'il était obsédé avec le sang et tout ça. Il a pu se dire potentiellement oui, si j'ai une fille, elle me sera loyale et tout, parce que c'est le sang de mon sang, c'est la descendante de Salazar Serpentard, c'est ma propre descendante. Mais enfin non, ça marche pas, enfin Voldemort quoi, Voldemort, papa, Voldemort, papa, non, non et non. Mais bon, euh, faut, faut pas accepter ça. J'allais dire, faut accepter ça, mais non, absolument pas, non. Non, non. C'est d'ailleurs, je pense, la chose qui m'a vraiment fait tiquer, même plus que tiquer, parce que quand j'ai reposé le livre, franchement, sur le coup, mais qu'est-ce que j'ai lu? C'était une fanfiction, mais c'est pas possible. Je pense que c'était vraiment par rapport au choc que j'avais par rapport à Delphi. Parce que, bon, 2 semaines après, en fait, j'ai eu le temps, pendant ces 2 semaines, de relativiser et vraiment de cibler ce que je n'ai pas aimé dans le livre. Et donc de m'enlever un petit peu ce sentiment de déception que j'avais eu en reposant le livre. Parce que au final, il n'y a que 2 choses que je n'ai pas aimées, c'est-à-dire la cohérence du voyage temporel. Genre, nope, je suis désolée, je ne peux pas accepter vraiment ça. Enfin, je veux dire, je peux l'accepter, mais je tiquerai toujours. Et Delphi, non, non et non, je ne peux pas accepter Delphi. Donc voilà, c'est vraiment les 2 seules choses qui m'ont déçue dans ce livre, c'est Delphi et le voyage temporel. Et je dois vous avouer que la scène de fin où tout le monde est de retour le soir de la mort des parents de Harry, cette scène elle m'a un petit peu gênée. Je trouve que ça aurait pas dû se produire parce que ça fait juste bizarre de les voir tous là en train d'attendre que Lily et James meurent. Je pense que cette scène, on aurait dû la laisser tranquille. Effectivement, je suis pas vraiment pour. En plus, on voit Harry qui dit quelque chose assez. Et, enfin, on voit qu'il est triste, donc forcément qu'il est triste. Mais j'ai pas aimé ça. Non, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Pour moi, cette scène, je sais pas, elle était en quelque sorte sacrée. On aurait dû la laisser tranquille, on n'aurait pas dû. Remonter le temps et tout pour non on aurait dû remonter le temps à un autre moment si vous voulez mais pas celle-ci. Ou peut-être que s'ils avaient à la limite rencontré les parents de Harry pour ensuite leur jeter un oubliette, ça aurait pu me plaire un peu plus. Voilà, mais
Non, je pense pas qu'ils auraient dû y toucher au final à cette scène parce que ouais, elle est assez. Enfin, c'est la scène fondatrice de toute la saga et qu'est-ce qui. Non, non, elle est trop sacrée pour qu'on y touche, désolée. À part ça, alors est-ce que je considère le livre canon? Oui. Est-ce que je considère le livre comme la 8e histoire? En gros, c'est ce que je veux dire. Oui. Beaucoup ont décidé d'ignorer un petit peu ce livre. Beaucoup considèrent que c'est juste du travail de fan, mais je ne suis pas trop d'accord parce que pour moi, donc effectivement, ce n'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit, mais à mon avis, elle a un petit peu appliqué quand même sa patte dedans. Elle n'aurait pas dit oui si elle n'avait pas trouvé que c'était un travail cohérent avec ses idées. D'ailleurs, je pense que elle a quand même soufflé beaucoup d'idées à Jack Thorne, notamment celle avec la dame au chariot dans le Poudlard Express. Ça, je trouve que c'est typiquement Harry Potter-esque. Et je suis complètement d'accord, j'adore cette scène, je la trouve très cool. Mais sinon, voilà, je pense qu'on peut quand même considérer ça comme la 8e histoire. C'est vrai qu'il faut aussi se dire que c'était une histoire créée vraiment pour les fans au final. Et que le voyage temporel, comme je l'ai dit, je ne suis pas sûre que J.K. Rowling l'ait imaginé dans sa tête à la base, à la fin de la saga. Mais c'était un petit peu un prétexte pour exploiter les relations, pour résoudre un petit peu les problèmes de relations père-fils entre Harry et Albus et Drago et Scorpius. Donc ça a permis quand même aussi vraiment d'exploiter plein de choses. Donc oui, je pense que c'est canon au final et qu'on peut considérer ça comme la 8e histoire malgré certaines incohérences. Parce que oui, je suis d'accord, il y a des incohérences. Et aussi, je suis d'accord, on ne peut pas accepter Delphi comme canon. Ça, c'est genre ma seule déception, ma seule contradiction. Enfin, ouais, je suis inflexible là-dessus. Delphi, nope. À moins qu'on reçoive des explications sur elle, à la limite, ce serait le bienvenu. Peut-être que j'aurais moins de mal à l'accepter. Mais pour le moment, c'est clairement un refus complet de l'accepter comme faisant partie de la 8e histoire, même si c'est elle qui du coup fait un peu tout le voyage temporel. Donc voilà. Effectivement, il y a des choses un petit peu grosses dans ce livre, genre les retourneurs de temps, et puis Drago Malfoy qui se pointe après, genre et j'ai un deuxième retourneur de temps, ha ha ha. Tu te dis quand même ouais, bof bof, mais l'histoire en elle-même, vraiment au niveau des relations entre les personnages, était très bien. Et on a eu quand même beaucoup de choses aussi de plus à ajouter, bref, à la liste de ce qu'on sait un petit peu de l'univers Harry Potter après 19 ans. Donc voilà, on sait que Albus est un Serpentard, on sait qu'Hermione est ministre de la magie, on sait que Harry a eu quelques soucis avec son fils, on sait que Scorpius et Albus sont amis. On sait que Rose est une peste. Bon, ok. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut considérer comme canon, malgré certaines choses auxquelles on peut tiquer. Je comprends que certains n'ont pas aimé spécialement retourner en arrière. Moi-même, je m'attendais vraiment juste à une suite toute simple. Après, ça rend pas non plus tout ça trop mauvais. Pour moi, c'est vrai que c'est le livre le moins bon de la saga Harry Potter, je vais pas vous mentir, c'est vrai. Mais après, ça va quand même, honnêtement. Si je l'accepte comme 8e histoire, c'est pas pour rien. Donc, il y a quand même certains éléments que je n'accepte pas à fond, mais je me dis, bon, c'est une pièce de théâtre, allez, il faut quand même être un petit peu flexible par rapport au format. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'ailleurs de fait pour les fans, pour nous, on n'a pas arrêté de demander une suite, enfin pas tout le monde, hein, mais beaucoup. Moi la première, donc voilà, je vais pas non plus cracher sur ce bouquin, voilà, je peux comprendre tout à fait la déception des autres parce que moi-même, je vous l'ai dit en reposant le script, c'est vrai que j'avais un sentiment de déception. Mais ça s'en est allé, j'ai vraiment discuté avec d'autres personnes à propos de ce livre et c'est vrai qu'au final j'ai vraiment fini par relativiser et je pense qu'on peut considérer ça comme la 8e histoire parce que ça s'inscrit quand même dans l'univers. Alors oui, il y a des incohérences, je suis d'accord, mais le plus gros est quand même ok. La qualité de l'intrigue n'est
pas la même que les autres livres, c'est sûr, mais ce n'est quand même pas le même auteur. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et donc voilà. Donc nous avons enfin, si je puis dire, fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et j'espère que vous voudrez d'ailleurs réagir sur ce que j'ai dit. Ça me ferait beaucoup plaisir de discuter avec vous de ce que vous avez pensé du livre. Voilà, je suis assez curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, parce qu'effectivement il y a vraiment beaucoup d'avis négatifs, mais il y a aussi certains avis positifs. Moi, je suis pas non plus dans les avis ultra positifs, mais je ne suis pas pourtant dans les avis négatifs. Donc voilà, je suis vraiment ouverte à la discussion, donc je vous invite à me laisser des commentaires pour vraiment m'en parler. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser des pouces bleus. Je ne me suis pas trompée pour une fois, j'ai pas les pouces verts. Et à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir, ce serait vraiment votre bonne action de la journée. Et du coup, bon, bah, je vous dis à la prochaine. Bye!